Et donc maintenant, nous avons la troisième intervention pour cette première session de la matinée, qui sera faite par Delphine Nakache et qui concerne les travailleurs temporaires ou en transition et donc qui porte sur les travailleurs migrants. Oui. Bon matin tout le monde et je tiens à remercier la professeure Lippel pour m'avoir invité à cette conférence et pour sa flexibilité aussi parce qu'en fait au départ je devais présenter dans un autre panel, j'ai eu un empêchement, donc merci beaucoup Catherine pour ça et j'espère que je vais réussir à garder votre attention aussi parce que moi en fait je suis pas spécialiste en santé et sécurité au travail, je suis plutôt spécialiste en droit de l'immigration et donc je m'intéresse depuis plusieurs années sur la question des travailleurs migrants. Alors il va y avoir évidemment, je vais parler évidemment des conditions d'emploi, mais aussi parler de leur perspective en fait de résidence permanente et donc qu'est-ce qui se passe en fait quand ils veulent rester au pays et dans ce pays qui est le Canada. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudie, je vais le faire en anglais par la suite. Pourquoi est-ce qu'on étudie les transitions des travailleurs migrants vers la résidence permanente au Canada ? Parce qu'en fait, il y a un nombre de plus en plus important de travailleurs migrants qui transitionnent vers la résidence permanente. Donc, si vous voulez, ce que ça veut dire, en fait, c'est que au Canada, avant, la majorité des gens arrivaient comme résidents permanents. Donc, ils appliquaient pour la résidence permanente de l'étranger et ils arrivaient en tant que résidents permanents. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle le two-step migration, qu'on voit un peu partout, dans tous les pays de l'OCDE, qui est que finalement les gens arrivent avec un statut de temporaire, ça peut être des étudiants internationaux ou des travailleurs migrants, et par la suite, en fait, une fois qu'ils sont au pays, ils transitionnent vers la résidence permanente. Mais évidemment, quand vous arrivez comme temporaire dans un pays, vos conditions d'accueil sont pas les mêmes que quand vous arrivez comme résident permanent. Il y a beaucoup d'obstacles qui se placent devant vous, et donc c'est la raison aussi pour laquelle on voulait étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ces travailleurs migrants. Donc c'est très important le nombre de travailleurs migrants au Canada puisque vous voyez ça représente qui transitionnent vers la résidence permanente, ça représente 75% de toutes les transitions de temporaire vers permanent dans la classe qui est la classe économique. Donc c'est très important. Et vous voyez qu'il y a une augmentation aussi de 450% depuis 2002 du nombre de travailleurs migrants. Et ce qui est intéressant au Canada, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est que ce ne sont pas uniquement les travailleurs migrants qui exercent dans des professions qualifiées. Il y a aussi des travailleurs migrants qui exercent dans les professions peu qualifiés et qui arrivent à obtenir la résidence permanente. Donc c'est sûr que c'est pas la majorité, mais contrairement à ce qu'on entend des fois dans les médias, où on dit qu'il y a aucune possibilité de résidence permanente pour ces gens-là, les données là sont un petit peu plus à mitiger et c'est d'autant plus intéressant que finalement la grande partie de ces gens-là ne sont pas ce qu'on appelle les travailleurs ou travailleuses, plus souvent les travailleuses domestiques, comme on les appelle, les living caregivers. C'est d'autres travailleurs qui exercent dans des professions moindrement qualifiés. Donc, qu'est-ce qui explique ça ? Effectivement, là, on a un acteur clé qui sont ce qu'on appelle les candidats des provinces. Et donc, en anglais, c'est les Provincial Nominee Programs. Et là, ce sont vraiment des joueurs clés. Et en fait, les candidats des provinces, alors, ce sont en fait des accords qui sont passés entre le gouvernement fédéral, donc le gouvernement canadien, au niveau fédéral, et les provinces. Et donc, pour bien expliquer, au niveau du fédéral, finalement, ce sont les travailleurs qui exercent dans des professions qualifiées qui peuvent accéder à la résidence permanente. Mais au niveau du provincial, c'est là où ça se joue en fait. C'est là où on a finalement un nombre relativement important de ces gens-là qui arrivent à accéder à la résidence permanente, même s'ils exercent dans des professions moindrement qualifiées. Emballage de la viande, en Alberta, secteur de l'hospitalité de manière très large. Ça peut être aussi, par exemple, au Saskatchewan, si vous êtes un conducteur de truck, pour vous, il y a une possibilité finalement d'accéder à la résidence permanente au Canada. Alors, comment ça se passe ? Il y a 2 étapes. Vous soumettez une demande dans la province ou dans le territoire dans lequel vous voulez être nominé. Et une fois que vous êtes nominé, là, Citoyenneté et Immigration Canada va conduire tout ce qui est contrôle en fait au niveau de la sécurité, de la criminalité et de la santé.
Alors effectivement, l'immigration au Canada, c'est un secteur partagé. Et ce qui est sûr, c'est que revient au gouvernement fédéral toute la question du ce qu'on appelle le Security, Criminal and Health Checks. Toujours. Mais il y a eu une préapprobation par la province. Donc, ils sont en pleine expansion, les candidats des provinces, puisque en fait ils représentaient uniquement 0,9% de l'ensemble de l'immigration économique en 1999, et aujourd'hui ils représentent quasiment un tiers de l'immigration économique, et l'expansion, continue. C'est beaucoup plus important en fait aujourd'hui que la catégorie, par exemple, des travailleurs qualifiés, qui est peut-être celle avec laquelle vous avez été familier pendant de nombreuses années. Et vous voyez, c'est très important. 62% des candidats des provinces finalement, qui ont donc obtenu la résidence permanente au Canada, étaient auparavant sur un permis de travail. Donc ça, c'est un indicateur très fort pour nous dire qu'en fait, la majorité des travailleurs migrants passent par les candidats des provinces à l'heure actuelle. Et donc, évidemment, la quasi-totalité des provinces, je vais essayer de faire les choses très simples pour vous, mais je pourrais revenir dans les détails, bien sûr, aux questions. La grande majorité des provinces ont un programme des candidats des provinces, pas au Québec, parce que c'est une législation à part, mais aussi il y a un seul territoire qui ne l'a pas, mais en fait, chaque programme offre des possibilités d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs exerçant dans des professions qualifiées, et certaines provinces, certains des territoires offrent aussi des possibilités d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs dans des professions moindrement qualifiées. Donc, est-ce que ça va si je continue en français finalement ? Parce que je l'avais fait en anglais, mais je me sens inspirée pour le faire. Ça va pour tout le monde ? D'accord. Puis les PowerPoints sont en anglais. Finalement, je pense que je suis partie. Donc, donc l'objectif, dans le fond, effectivement, avec cette recherche, c'était d'essayer de remplir de répondre à un vide en matière de recherche, puisque beaucoup de choses ont été produites au Canada depuis plusieurs années sur l'expérience des travailleurs migrants, en termes d'expérience dans les conditions de travail. Par contre, leur expérience en termes d'immigration, donc les transitions vers l'immigration, les expériences d'immigration, elles demeurent largement sous-étudiées. Alors, il y a 3 questions clés en fait qu'on s'est posées. Quels sont les facteurs en fait qui amènent les travailleurs migrants à demander la résidence permanente ? Donc qu'est-ce qui les pousse à immigrer ? Et puis ensuite, quels enjeux évidemment, quels problèmes rencontrent-ils pendant la transition vers la résidence permanente, et quels sont le soutien auquel ils font appel pour justement éviter ces problèmes ? Et puis ensuite, quelles sont les implications en termes d'intégration pour les travailleurs migrants ? Parce qu'on entend beaucoup de choses, notamment de la part du gouvernement fédéral, comme quoi uniquement les travailleurs qualifiés sont en mesure de s'intégrer dans le pays d'accueil. Mais les études commencent à peine à sortir concernant les travailleurs migrants qui exercent dans des professions moindrement qualifiées, et elles viennent finalement un peu elles vont un petit peu à l'encontre de ce que dit le gouvernement fédéral, parce que l'intégration, d'abord, c'est quoi l'intégration ? Est-ce qu'on doit uniquement la penser en termes économiques ? Est-ce qu'il n'y a pas une question d'intégration sociale ? Donc, la question d'intégration, c'est un mot fourre-tout, finalement, qui est très important. Mais comment est-ce qu'on définit une bonne intégration dans une société d'accueil ? Donc, finalement, ce qu'on a fait avec une collègue à moi, c'est que on a conduit une étude de terrain entre février 2014 et octobre 2014, qui incluait 99 participants. On aurait voulu avoir le chiffre rond de 100, mais finalement on a eu 99. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu des entretiens avec des travailleurs migrants, les travailleurs migrants actuels qui étaient dans le processus de résidence permanente ou qui planifiaient transitionner vers la résidence permanente, mais aussi des travailleurs migrants qui étaient des résidents permanents ou citoyens canadiens qui étaient anciennement travailleurs migrants. On a aussi interviewé évidemment des fonctionnaires, des gens des représentants labor unions, des syndicats, merci, et des représentants des milieux non gouvernementaux. Et on a aussi eu des entrevues avec des employeurs, parce que là aussi, ils sont pas toujours représentés dans la littérature, et c'est quand même important d'avoir aussi leur point de vue sur ces possibilités. Donc voilà, évidemment, le profil des travailleurs migrants. C'est sûr que si vous n'êtes pas familier avec les questions d'immigration, ça va pas beaucoup vous parler, mais ce que je veux vraiment que vous reteniez et qui est intéressant dans cette
cette recherche, c'est que le parcours est loin d'être linéaire. C'est toujours ça les parcours de migration, mais encore plus quand on transitionne. C'est-à-dire que par exemple, on a vu, et c'est pour ça que c'était pas facile de suivre, de relater finalement le parcours de ces gens-là, parce que ce qu'on a vu par exemple, c'est des gens qui arrivaient sur un travail comme les Working Holiday Schemes, qui sont très fréquents par exemple entre plusieurs pays du Commonwealth. Donc ils arrivaient en tant que travailleurs qualifiés, ils avaient 1 an où ils avaient un permis de travail ouvert, et puis au bout d'1 an, là finalement, ils avaient un permis de travail fermé, c'est-à-dire lié à un seul employeur, parce que c'était leur possibilité de rester au Canada. Donc en fait, tous ces processus de transition-là, ils sont pas faciles évidemment à relater quand on les met dans un tableau qui est censé résumer le profil. Donc le profil, en fait, nous on a dit, au moment où les travailleurs migrants ont demandé la résidence permanente, c'était quoi leur profil? Mais ça a beaucoup varié énormément pendant les années où ils étaient ici. À 23 pays d'origine, on a essayé de faire un petit peu, puisque nous, en fait, on n'était pas limité en termes de pays d'origine, vraiment nos critères étaient plutôt larges. Et donc, ce qui est intéressant aussi, et là je vais pas rentrer dans les détails, je veux vraiment que vous reteniez le plus gros, c'est que en fait, il y a des réponses régionales très différentes, vous l'avez bien compris depuis le début de mon intervention aussi. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se produire en termes d'immigration au Canada qui est intéressant, c'est que le gouvernement fédéral a une vision des choses et les provinces en ont une autre, d'accord? Pour résumer les choses très simplement. Et leur vision, elle est très différente selon les provinces. Donc nous, c'était les 3 provinces d'études, le Manitoba, l'Alberta et l'Ontario. Et donc, par exemple, en Ontario, alors évidemment, on pourrait discuter amplement des raisons pour lesquelles l'Ontario offre très peu d'opportunités aux travailleurs. En fait, il y en a pas. Il y en a même pas, en fait, d'opportunités pour les travailleurs peu qualifiés, qui exercent dans des postes peu qualifiés. En Alberta, les opportunités existent, elles sont limitées, mais elles existent. Et au Manitoba, n'importe qui finalement peut obtenir la résidence permanente, si vous répondez évidemment à certains critères. Donc évidemment, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, puis juste aussi si ça vous intéresse, moi je travaille sur la question de l'accompagnement aussi pour les travailleurs migrants, et la question de l'accompagnement familial, c'est une question qui en termes de droits humains a été très peu traitée. Alors, voilà les thèmes clés. Je vais peut-être, vu le temps qui me reste, je vais peut-être tout simplement passer la section sur la promesse de la résidence permanente. Donc en fait, on l'a appelé comme ça, mais finalement, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à immigrer. 2 choses peut-être que je voudrais que vous reteniez. On prend souvent pour acquis que maintenant les travailleurs migrants, vu qu'ils peuvent pas accéder, ou que les gens c'est plus difficile d'accéder à la résidence permanente en dehors du Canada. Ils arrivent avec l'idée que finalement ils vont obtenir la résidence permanente. C'est vrai et c'est pas vrai. Il y a des gens qui y arrivent, et ça c'est travailleurs exerçant dans des professions qualifiées ou moindrement qualifiées. Finalement, il y a des gens qui arrivaient avec une intention claire d'immigrer, et d'autres qui finalement, au fil du temps, ont à un moment donné, ont changé d'avis ou se sont dit, tiens, finalement, est-ce que pour moi l'immigration ce serait pas une solution intéressante? Et il y a plusieurs évidemment acteurs clés. Évidemment, les motifs numéro 1, mais ça va vous parler, c'est évidemment l'importance de la famille et de la réunification. La perception que le Canada est un meilleur pays que les autres. Les acteurs clés, évidemment, dans les pays d'origine, évidemment l'OIM, c'est souvent revenu. Donc là, on pourra aussi en discuter si vous voulez, qui sont des acteurs clés. Et aussi au Canada, l'employeur. En fait, ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup de cas où la personne arrive, a pas nécessairement l'intention de demander la résidence permanente, mais c'est l'employeur qui vient le voir et qui lui dit, tu sais, je peux peut-être t'offrir une petite promotion, puis si tu veux, du coup, ça va te permettre de faire venir ta famille, etc. Alors, l'influence de l'employeur est importante, évidemment. Et là, vous avez cette citation. Je sais que c'est un peu frustrant parce que j'ai mis beaucoup de citations. Vous n'aurez pas le temps de la lire, mais ça me fera plaisir de partager le PowerPoint avec vous, si vous voulez. La règle du 4x4, je voulais évidemment en parler parce que pour les gens qui sont familiers avec le système canadien, on en a énormément parlé. Mais vu le temps qui me reste, je crois que je vais passer dessus. Mais c'est une règle qui est très problématique pour les travailleurs migrants, qui en gros dit, si vous voulez, qu'après 4 ans passés au Canada, ils doivent repartir du Canada pendant 4 ans. Donc ils ne peuvent pas revenir au Canada avant que 4 ans se soient écoulés. Quelle est la logique derrière tout ça? C'est très contesté. Et ce qui est sûr, c'est que ça crée des problèmes en termes, dans plein de problèmes, mais aussi en termes de transition vers la résidence permanente, puisque ça précipite les demandes de résidence permanente. Ça force finalement les gens à rester avec des employeurs qui ne sont pas nécessairement les bons employeurs. Donc en fait, il y a un ensemble de problèmes sur lesquels
lesquelles je peux revenir aussi, si vous voulez. Alors, l'importance de la résidence permanente, bon, j'aime beaucoup évidemment cette citation de la part de ce travailleur migrant mexicain qualifié qui dit, bon voilà, c'est ça, c'est l'idée que finalement on est à nouveau en possession de tous nos moyens et de toute notre dignité. Et pourquoi ? Parce que, et là je vais vraiment aller vite, peut-être je me dis que pour vous, ce qui vous intéresse dans le fond, c'est la question du lien à l'employeur aussi. Il faut savoir que pour les travailleurs migrants, la majeure partie du temps, on va exiger qu'ils soient sponsorisés, qu'ils soient parrainés par leur employeur, d'accord ? Donc évidemment, ça pose un problème, d'accord ? Parce que si vous avez un bon employeur, alors évidemment, bon, mauvais employeur, ça a été très discuté quand je présentais là-dessus, on me disait, bah oui, mais c'est bizarre cette dichotomie. Cette dichotomie, je la mets ici parce que souvent, je l'ai retrouvée de la part des gens que j'ai interviewés. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, un bon employeur, ouf, un mauvais employeur, c'est l'horreur. Et c'est assez vrai parce que dans le fond, alors comment eux décrivaient un bon employeur ? C'est un employeur qui finalement leur mettait pas de bâton dans les roues au moment d'accéder à la résidence permanente et qui profitait pas de sa situation d'employeur pour profiter d'eux, justement. Le mauvais employeur, lui, c'est celui finalement ça c'est le carrot and stick, vraiment. Et évidemment, qui lui sait qu'au bout il y a la résidence permanente et que c'est lui qui peut décider finalement, qui a un peu le pouvoir de décider d'arrêter le processus. Et donc il sait que les gens sont un peu otages de cette situation-là. C'est un gros problème, la question du lien à l'employeur. Et évidemment, on a interviewé des gens par exemple qui travaillaient dans une usine de porc à Maple Leaf, donc à Brandon, et tous nous disaient le travail est extrêmement difficile, c'est un travail très demandant physiquement, extrêmement demandant physiquement, mais ils nous disaient quelque part les choses étaient claires. On savait qu'au bout de la ligne, on avait la résidence permanente. Il n'y avait pas de surprise. Alors que dans d'autres cas, là évidemment les choses se compliquaient. Et ce qui est intéressant, ça c'est un ingénieur super qualifié qui donc est passé par un programme de résidence permanente pour les très qualifiés. Et même lui nous disait moi j'aurais préféré finalement que mon employeur soit pas au courant parce que ça me rendait nerveux. Je lui ai dit que je souhaitais appliquer à la résidence permanente. Il me demandait pourquoi. Je savais pas s'il voulait encore de moi, etc. Et évidemment, alors là quand vous avez le mauvais employeur, selon évidemment les travailleurs, là en fait c'est des gens comme je vous disais qui abusent de la situation. Et là, on a eu beaucoup d'exemples, évidemment, où ils nous disaient à quel point, finalement, c'était compliqué pour eux de sortir de cette situation-là et à quel point, finalement, ce lien à l'employeur était problématique et rendait leurs conditions de travail extrêmement difficiles. On a même eu des maladies, d'ailleurs, des cas de maladies liées au travail, en fait, des gens qui faisaient des pierres aux reins, tellement le stress était important. Donc, évidemment, un enjeu qui rajoute au problème, c'est que, par exemple, en Alberta et en Ontario, alors, ce qu'on veut vérifier, c'est, j'ai le 2 minutes qui s'en vient, c'est ça, parfait. Ce qu'on veut vérifier en Ontario et en Alberta, c'est si la personne, au moment où elle applique à la résidence permanente, les conditions de travail qui sont sur son permis de travail sont bien respectées. Alors, je vous donne une idée toute simple. Vous êtes un travailleur migrant. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites une demande de résidence permanente en Alberta ? Vous envoyez vos fiches de paie. D'accord ? Si vos fiches de paie révèlent que vous avez travaillé plus longtemps que ce qui est prévu dans votre contrat de travail, c'est une annulation de votre demande de résidence permanente. Et là, évidemment, on a rencontré des gens qui travaillaient au niveau de l'Alberta et on leur disait mais qu'est-ce que vous faites avec l'employeur ? C'est quelque part l'employeur qui a employé cette personne-là plus longtemps que prévu. Et ils nous disaient l'employeur on peut pas faire grand-chose, on l'envoie à Employment Standards, puis c'est à eux de faire le suivi, mais on explique au travailleur quand on refuse sa résidence permanente que finalement il peut faire une plainte à IS. Alors oui, mais on sait que les plaintes sont très compliquées déjà pour les travailleurs canadiens et on sait que dans ce cas-là c'est très compliqué et évidemment ce qu'on considère, c'est que c'est très punitif. C'est punitif et dans le fond, ça punit qui ? Ça punit le travailleur qui, finalement, au bout peut-être de 2 ou même 3 ans d'attente de résidence permanente, peut se faire dire merci, au revoir, à la prochaine. Donc toute violation de normes d'emploi est cause d'annulation d'une demande de résidence permanente. Donc ça, c'est évidemment un problème. Les enjeux en termes de langue, j'ai pas le temps, donc je le passe. Ce que je voulais aussi peut-être
peut-être dire pour terminer, c'est que évidemment il y a beaucoup de confusion, beaucoup de complications quand les personnes font la demande de résidence permanente. Les critères sont pas clairs et les critères sont pas clairs au niveau du provincial, mais elles sont aussi de moins en moins claires au niveau des programmes fédéraux. Et un de ces programmes, c'est le programme de la classe expérience canadienne qui commence à prendre un petit peu d'ampleur pour les travailleurs qui exercent dans des professions qualifiées. Et on a eu des tas d'exemples où, par exemple, là, c'est vous le voyez, mais alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que le NOC, c'est compliqué. Mais tout ce que pour simplifier les choses, disons que vous êtes un travailleur, d'accord ? Au bout de 3 ans, vous appliquez à la résidence permanente. Vous utilisez le petit chiffre qui est sur votre permis de travail si vous exercez la même fonction, d'accord ? Seulement, le petit chiffre, il a changé depuis 3 ans. Et personne vous a avisé que le petit chiffre avait changé depuis 3 ans. Et au bout de 8 mois ou 10 mois, vous recevez de la part du ministère de CIC, donc de Citoyenneté et Immigration Canada, un avis comme quoi vous appliquez, disons, dans un autre domaine et que vos critères ne répondent pas à cette catégorie-là. Donc il n'y a même pas en plus, on vérifie pas le lien. Et là, donc souvent vous vous faites refuser. Et ce qui moi évidemment m'a beaucoup contrarié, c'est que les travailleurs migrants me disent on se fait refuser. Là on est complètement mal pris parce qu'on a utilisé le même chiffre que celui qui est sur notre permis de travail. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que ça avait changé d'ici là? Et en plus ils me disaient soit on arrête, on annule le processus, on se dit au revoir, merci. Soit certains d'entre eux allaient voir les quelques acteurs au niveau communautaire qui leur disaient attends, je vais appeler CIC, je vais comprendre ce qui se passe. Et là, à CIC, on leur disait écoutez, réécrivez une lettre à l'agent d'immigration en expliquant la situation, puis bonjour, vous verrez, peut-être ça va aller. Et dans tous les cas qu'on a rencontrés, ces gens-là se faisaient dire non, moi ça me tente pas de réouvrir le dossier et de réexaminer ton dossier. Et ça m'a beaucoup contrarié parce que en droit administratif, on a un processus qui est la révision judiciaire. Aucun des travailleurs que j'ai interviewés était au courant de la révision judiciaire et c'est une violation absolue de leurs droits en termes du droit administratif. Donc c'était vraiment choquant parce que en fait, il n'y avait pas de moyen pour eux de savoir vraiment, à moins d'être vraiment très très bien conseillés, qu'il y avait un changement en termes de catégorie de leur profession de travail. Il n'y avait aucune ouverture de la part des agents d'immigration. Alors ça, c'est un problème et c'est, si vous voulez, on parle de demandes qui s'étalent des fois sur 3-4 ans et de processus avec lesquels des fois vous êtes avec un employeur qui vous complique la vie, vous êtes en attente de vous réunir avec votre famille. Donc évidemment, ça crée un ensemble de problèmes. Et évidemment, lié à tout ça, c'était notre troisième aspect, et je m'arrête ici, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment, en termes d'ONG, de support communautaire, il y en a, évidemment, mais là aussi, les choses sont compliquées parce qu'ils sont considérés comme temporaires. D'accord ? Donc en fait, ils sont pas très très bien. Il n'y a pas vraiment de service offert pour eux. Donc les provinces, des fois, compensent, comme dans le cas de l'Alberta, mais c'est très très compliqué. Et ce qu'on a identifié, évidemment, c'est qu'il y a un enjeu très clair de protection en termes d'accès aux services juridiques, il n'y en a pas, et en termes de formation, en termes de langue. Donc en fait, nous, ce qu'on a constaté dans notre recherche, c'est que les politiques qui sont en place aujourd'hui doivent plutôt que de compliquer la résidence permanente, la faciliter. Et que vraiment c'est difficile de naviguer à travers les programmes. Et donc on faisait un ensemble de recommandations sur lesquelles évidemment il me fera plaisir de revenir. Mais on a fait 2 types de recommandations. Des recommandations très concrètes qui selon nous sont tout à fait faisables et d'autres avec lesquelles on espère qu'il y aura une réflexion plus approfondie sur le sujet. Voilà, je vous remercie.